Bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, je suis très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de notre podcast, le documentaire santé qui parle de l'avenir de l'ostéopathie. Pour tous ceux qui auraient raté encore le fameux documentaire, je vous le remets là-haut, allez le voir, un grand merci pour ce succès, pour l'avoir partagé autant de fois. Et on continue nos épisodes avec tous nos intervenants. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Olivia Ferrand. Elle est ostéopathe sur Paris, créatrice de contenu avec son compte Instagram Touch of Science, mais aussi formatrice dans les troubles vasculaires qui miment des pathologies musculo-squelettiques. Donc Olivia est très active dans le monde de l'ostéopathie. On va voir son parcours, à quel moment elle a eu un déclic pour passer vers une pratique plus EBP, plus scientifique. Elle nous parle de son enseignement, elle nous parle de l'avenir de l'ostéo. Bref, je vous laisse écouter ou regarder ce podcast vidéo et je vous reprends juste après. Dans ton école, tu as reçu un enseignement traditionnel ou plutôt un enseignement EBP? On a eu les deux. Le début de l'enseignement, c'était très basé sur style, concept ostéo, etc. Tous ces cours-là, on les a eus. Et c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était quand même une période où le BP n'était pas encore si répandu que ça. On n'en entendait pas beaucoup parler. Et vers la fin de mon cursus, j'ai commencé à avoir quelques profs qui s'y intéressaient un petit peu plus, etc. Mais globalement, en fin de cursus, on n'était pas 100% EBP, on était un peu sur tous les sons de cloche. Mais au moins, du coup, on avait un peu cette initiation, tu vois, à l'EBP. Quel a été ton déclic qui t'a fait évoluer vers une ostéopathie plus EBP? Vu qu'en début de cursus, j'avais que le son de cloche du concept ostéo, j'ai adhéré complètement à ça, j'étais à fond. Hein. Au début? Ah ouais. D'accord. Bah ouais, je trouvais ça trop cool et tout. Et en fait, je trouve que quand tu as pas forcément des outils pour de l'esprit critique ou de la réflexion, je trouve qu'on devrait les enseigner, tu vois, ne serait-ce que des notions genre en terminale ou des trucs comme ça, pas te demander de faire une thèse d'esprit critique, mais juste des éléments un peu de réflexion. Bah, les concepts ostéo, ils sont pas non plus super farfelus, tu vois. La plupart de ces trucs un peu biomécaniques, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'argument pour continuer de se servir de ces modèles-là. Mais je pense que d'avoir théorisé ça, c'était pas bête, tu vois, genre juste... maintenant, c'est un peu temps d'évoluer. Un gars qui s'appelle Jerry Draper-Roddy qui est venu faire une conférence sur le modèle biopsychosocial, j'étais en 4e année. Et pour moi, c'est ces 3 heures-là où il y a eu un avant et un après, où en fait, c'était la première fois où du coup, le cours était sourcé, il nous parlait d'exercices, etc. Il nous montrait que des études où les patients allaient mieux, ils n'avaient jamais touché les patients, il n'y avait pas eu de thérapie manuelle ou de choses comme ça. Sans dire que la thérapie manuelle ne servait à rien, bien sûr. Mais du coup, ça m'a énormément perturbée. Il a eu un discours qui a fait très, très sens pour moi. Et j'étais vraiment paumée pendant très longtemps après. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça s'est un peu remis en place. Ça reprend du sens. Est-ce que tu doutais de l'enseignement dans ton école d'ostéopathie? Je doutais parce que je suis étudiante. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais être super forte? Est-ce que je vais trouver la dysfonction primaire? Des trucs comme ça, tu vois. Oui. Mais je doutais pas des concepts, tu vois. Oui. Et il a littéralement dit, j'arrive, je fous le bordel, je me casse. C'est ce qu'il a fait. Ça a marché. Ça a très bien marché. D'accord. Il y a eu un peu de tout, je pense, à être perturbée comme moi, je crois que j'étais la seule. Il y a eu quelques étudiants qui se rendaient compte quand même que ça dissonnait énormément des autres sons de cloche qu'on pouvait avoir. Il y a eu quelques étudiants... Et en fait... La majorité des étudiants qui n'étaient pas perturbés, qui disaient « je pense que de toute façon, la science n'est pas encore capable de prouver aujourd'hui que ça marche ce qu'on fait, mais qu'un jour elle pourra le prouver ». Du coup, j'ai trouvé que ce qu'il racontait avait plus de sens et que c'est aussi le principe de la science. Tu poses une hypothèse, tu la valides ou tu la réfutes et puis tu avances comme ça petit à petit, quoi. Que voudrais-tu dire à un étudiant qui doute du concept ostéopathique? J'ai envie de dire qu'il y a de quoi douter. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire du coup? Après, ça dépend des écoles aussi. Et de toute façon, on va tous avoir notre sensibilité et se rapprocher de différents trucs. Et je pense que même quand tu es enseignant, tu vois qui est réceptif à ce que tu racontes ou pas. Pendant longtemps, j'étais paumée. Et je suis toujours pas sûre d'être à ma place aujourd'hui. Mais disons que je la prends de plus en plus. Mais c'est super long en fait. Et
c'est pas mauvais de douter, enfin, c'est la base de la remise en question. Donc, Selon toi, la science peut-elle évaluer le concept ostéopathique dans son ensemble? je pense que non, la science pourrait pas l'évaluer. Mais je pense aussi pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à ça et pourquoi est-ce que c'est si important. Enfin, c'est une thérapie et le but, c'est que les patients aillent mieux. On pose des hypothèses, comme on disait tout à l'heure, on les valide, on les invalide, et c'est comme ça qu'on avance. On sait qu'on est capable de faire du bien aux patients et d'avoir un intérêt dans la prise en charge et dans leur parcours. Pourquoi s'acharner sur ces trucs et s'y attacher désespérément, tu vois? On a des outils où on sait que c'est pertinent pour les patients, au moins des outils de type technique, thérapie manuelle, etc., qui sont non spécifiques, donc pas spécifiques à l'ostéopathie, mais c'est dans notre champ de compétences, on peut le faire. Et ouais, pour moi, c'est un peu les arguments de mauvaise foi des détracteurs de l'ostéopathie. Il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place comme protocole, tu vois, avec groupe traité, groupe placebo, quel est l'outcome, le critère d'évaluation, primaire, secondaire, etc. Ouais, c'est assez complexe. Pour moi, ouais, je sais pas si c'est pertinent en fait de s'accrocher à ça. Comment expliquer que l'ostéopathie traditionnelle soit devenue si populaire auprès des patients? Je pense qu'on fait du bien aux patients. Après, il y a des risques, comme pour chaque intervention. Mais je pense que globalement, on fait du bien aux gens. Après, je pense qu'on l'a bien vendu aussi. Je pense qu'il y a un petit côté business quand même. Et que si tu regardes dans les pays d'à côté, c'est pas aussi populaire. Enfin, il n'y a que en France où il y a ce truc sur l'ostéo. Je crois que sur la population internationale d'ostéopathes, t'en as 45% en France. C'est vraiment un blockbuster dans les thérapies alternatives. Et par exemple, bah, c'est américain. En Amérique, c'est pas aussi populaire, tu vois. D'accord. Il y a la chiropraxie là-bas qui est un peu l'équivalent de l'ostéopathie en France. Mais ouais, je pense qu'on a fait du bien aux gens, on l'a bien vendu. Après, c'est pas parce que c'est populaire que ça marche. Mais en tout cas, Bien de préciser. sachant que c'est très populaire, ça mérite vraiment de s'y intéresser. Comment vois-tu l'évolution de l'ostéopathie dans les 10 prochaines années? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste. Et donc, je pense que 10 ans comme ça paraît long, mais en réalité, c'est très court. Et je sais pas s'il y aurait beaucoup de changements, à part ce problème de densité ostéopathique et de surcharge au niveau de la profession. Tu vois, au niveau du statut, de la reconnaissance, de comment on consomme, etc., j'imagine pas trop de changements. C'est moi la voie que j'aimerais que ça prenne, tu vois, mais si j'essaie de me projeter, je vois pas là. Et puis je trouve que on n'a pas d'organisme qui représente de manière représentative la profession, tu vois. Parce que déjà au sein de nous, c'est déjà un énorme bordel. Je suis pas en contact avec assez d'écoles pour avoir une idée représentative, mais j'ai pas l'impression que dans les écoles, ça soit quand même super EBP, tu vois. Donc aujourd'hui, on forme pas des gens à ça. Et donc après, si tu vas pas t'y intéresser en dehors, il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont la foi, entre guillemets, d'aller vraiment lire des trucs sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur PubMed, etc. Donc je pense que je sais pas s'il y en a un qui va prendre plus le pas sur l'autre, sachant que quand tu parcours vite fait, bon bah j'ai demandé au patient s'il était stressé, voilà, c'est bon, je suis biopsychosocial, je suis EBP, c'est bon quoi. Après je pense que quand t'as moins de pratique cognitivement parlant, t'es un peu plus flexible et un peu plus ouvert, tu vois, que quand t'as de la bouteille. Mais c'est pas forcément une règle, hein. Absolument. Voilà. Donc je pense qu'il y a plus d'ouverture au changement, mais que ça mettra du temps. ouais, évidemment. Si ça change, ça mettra du temps. C'est ça, c'est comme, tu sais, le gap entre quand une étude sort et au moment où elle commence à arriver dans les pratiques, etc. Le gap, c'est en moyenne 17 ans, donc ça va être long, quoi. Donc dans 10 ans, tu vois, C'est demain. ça remplit même pas le gap, quoi. Donc Ok. Merci.
Je t'en prie, merci à toi. Voilà, cet épisode avec Olivia Ferrand est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur elle, sur son parcours, sur l'ostéopathie, sur l'enseignement. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires, vous, quel a été votre déclic pour faire évoluer votre pratique d'ostéopathe, quel type d'enseignement vous avez eu dans votre école. Allez-y, les commentaires sont ouverts, on les lira, on répondra aux questions avec Olivia. Et sur ce, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule en activant la cloche. C'est très important pour soutenir tout mon travail et tout ce que j'ai fait notamment avec ce documentaire sur l'ostéopathie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4 avec un nouvel intervenant. À bientôt.